8 ans après la sortie du premier film de Ghost in the Shell, la licence refait parler d'elle au Japon. D'abord grâce au film Innocence de Mamoru Oshii, la suite de Ghost in the Shell présentée au Festival de Cannes cette année, mais aussi avec la diffusion à la télévision de la série Ghost in the Shell Standalone Complex. Réputée comme une des séries les plus chères et les plus abouties jamais produites au Japon, elle est à l'origine de ce qui nous intéresse aujourd'hui, le jeu vidéo tiré de cette série. L'idée, c'était de faire quelque chose d'un peu différent du manga original de Masamune Shirow. Mais on ne voulait pas non plus se rapprocher trop des films de Ghost in the Shell réalisés par Mamoru Oshii. On a donc proposé à Masamune Shirow de collaborer avec le studio IG pour aboutir à la production d'un nouveau concept, une série qui s'appelle Standalone Complex. Dans Standalone Complex, on ne retrouve pas le personnage du Puppet Master. L'histoire se passe bien après les événements racontés dans les films de Ghost in the Shell. L'histoire est entièrement originale. Fait plutôt rare dans le milieu, Junichi Fujisaku est à la fois le scénariste de la série télé et le scénariste du jeu vidéo Standalone Complex. C'est un jeu de tir à la troisième personne, ça veut dire que c'est un jeu où la caméra suit le personnage en restant dans son dos. La différence par rapport à un jeu d'action classique, c'est qu'on a utilisé à fond l'univers en 3D au niveau des combats ou des déplacements. Ce n'est pas seulement un jeu de tir, c'est aussi un jeu où on peut faire du combat au corps à corps. En fait, on a exploité au maximum les possibilités du média jeu vidéo. Oui, c'est donc le studio IG et Masume Shiro qui ont développé ensemble le concept de la série de Ghost in the Shell Standalone Complex. Et il fut d'abord question de produire la série et ensuite il leur est venu l'idée de mettre en chantier un jeu vidéo tiré du même univers. IG s'est donc tourné vers nous pour le développement du jeu. Bien sûr, nous avons accepté avec grand plaisir. Rappelons que IG est un des studios les plus réputés dans le milieu de l'animation japonaise. Outre les films et la série de Ghost in the Shell, ils se sont fait notamment remarquer par la séquence animée de Kill Bill. Quant au jeu proprement dit, il met en scène les 3 personnages principaux de la série, à savoir le lieutenant Motoko Kusanagi, son équipier Bato et le robot comique Tachikoma. Au fur et à mesure, on passe d'un personnage à l'autre selon les aléas du scénario. Chacun a ses spécialités. Motoko et Bato sont a priori assez similaires. Ils peuvent se battre avec des armes à feu ou dans des combats au corps à corps dont les coups finaux sont prétexte à des ralentis matriciens. Par contre, Tachikoma se joue de manière assez originale et spectaculaire. Son animation notamment est très fidèle à l'original. On a beaucoup travaillé les détails pour rester fidèle à l'origine. Regardez par exemple la ville qu'on a modélisée. Dans les autres jeux, ils ont tendance à construire des villes avec une grande superficie. A l'inverse, on a essayé de faire une ville tout en hauteur pour avoir un décor qui est de l'altitude. La hauteur des bâtiments a toujours été un concept important dans l'univers de Ghost in the Shell. Sans ça, on perd une partie de ce qui fait l'œuvre originale. On a ainsi vérifié de nombreux points un par un pour rester dans l'ambiance de la série. La manière la plus simple et la plus rapide pour se débarrasser d'un ennemi est évidemment de lui rentrer dedans sans réfléchir. Mais les développeurs ont pensé aux joueurs un peu plus subtils qui préfèrent parfois faire les choses en finesse. Dans le monde de Ghost in the Shell, chaque cyborg a la capacité de se connecter au réseau à distance pour contacter un autre cyborg directement de cerveau à cerveau. Le plus souvent, ça sert surtout à s'échanger des informations ou des fichiers. Mais si on arrive à voler les codes de décryptage des adversaires, alors on peut s'en servir pour forcer les barrières informatiques des robots adverses. Ainsi, on peut pirater les cyborgs ennemis pour les contrôler. C'est ce qu'on appelle le hacking. C'est un des points principaux du gameplay. Le hacking fait partie de ces petites choses qu'on aime tous trouver dans un jeu vidéo. Voici comment ça se passe. Si vous avez obtenu les codes de décryptage des ennemis, il suffit de choisir sa cible et de lancer le hacking. Si vous réussissez le petit jeu d'adresse qui suit, vous pourrez voir à travers les yeux de votre victime et même prendre le contrôle de son corps pendant un temps limité. Ensuite, c'est pas compliqué, profitant de cette couverture parfaite, il suffit d'aller se débarrasser lâchement de ses adversaires. Ça, c'est fait. Enfin, on se déconnecte et le tour est joué. La voie est libre, mais ce n'est pas la seule manière d'utiliser le hacking. Par exemple, là, il y a un passage secret. Vous voyez Mokoto Kusanagi? Elle est trop grande pour passer et elle est bloquée ici. C'est un bon exemple d'un passage où il faut utiliser le hacking pour avancer. C'est au début du jeu, donc c'est encore assez basique.
Là, regardez, il y a un petit robot qui a l'air de servir à quelque chose. Et juste à côté, il y a un ordinateur. Avec ça, on peut faire un hacking. Et que va-t-il donc se passer? Et voilà, on peut maintenant contrôler le petit robot. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit robot? Eh bien, vous allez voir. Et voilà, c'est incroyable. On peut rentrer dans le passage secret. En fait, on peut se servir du hacking de plusieurs manières. La manière la plus courante, c'est de prendre le contrôle d'un cyborg pour faire s'entretuer les ennemis. Mais parfois, il faut s'en servir pour pirater quelque chose de spécifique, pour pouvoir terminer la mission, comme vous venez de le voir ici. C'est dans les studios de Cavia à Tokyo qu'a été développé Standalone Complex. Ce jeune studio de développement n'a pas encore beaucoup de jeux à son actif, même si on peut déjà citer des titres comme Gun Survivor 4 ou Dragon Dragoon. Allez, nous allons maintenant nous intéresser aux différentes étapes de la phase de développement proprement dite. Quand je compose, j'ai tout le temps le nez collé à l'écran, comme ça. Là à gauche, c'est un Mac, et à droite, c'est un PC avec Windows. Voilà, avec ça, je suis paré. Attention, Nobuyoshi Sano n'est pas un débutant. Ce transfuge de Namco a notamment composé les bandes originales de tous les Tekken jusqu'à l'épisode 4, ainsi que celles de tous les Ridge Racer. Il a aussi composé toutes les BO des jeux de Cavia depuis la fondation du studio. Pour Standalone Complex, outre la composition des musiques, il est aussi responsable de toute la production audio du jeu. Les bruitages sont exactement les mêmes que ceux de la série. Par contre, la musique est entièrement originale. Le jeu se passe dans un futur proche et dégage une certaine vitesse et une certaine nervosité. J'ai alors cherché quel genre de musique pouvait bien aller avec l'univers de Ghost in the Shell. Mais l'inspiration me venait pas vraiment. J'ai donc pris une semaine de congé et je suis allé tous les soirs en club. C'est là que j'ai eu l'idée de faire une musique drum and bass. C'est un style qu'on a un peu trop laissé tomber de nos jours, je trouve. Quand le joueur traverse un endroit désert, sans aucun ennemi à l'horizon, la musique est plutôt cool et planante. Mais dès que les ennemis arrivent, la musique passe en drum and bass. Et c'est comme ça du début à la fin du jeu. J'espère que vous le remarquerez en jouant. Un gros travail a également été fourni au niveau graphique. Il fallait jouer avec les limitations de la machine d'une part et avec le cahier des charges très précis de Ghost in the Shell d'autre part. Les consoles de jeu ont des capacités de calcul limitées. Notre challenge à partir de là était de faire rentrer des environnements gigantesques en restant dans ces limites. Pour être plus clair, on voulait obtenir des décors de grande envergure sans sacrifier la qualité graphique. Nous sommes aussi très fiers du modèle 3D du personnage de Motoko. Personnellement, en tant que graphiste, je trouve que c'est une réussite. Et je sais que cet avis est partagé par bien des fans de Ghost in the Shell. Oui, je pense qu'on peut être particulièrement fier du rendu de ce personnage. Enfin, c'est au programmeur que revient la charge de compiler tous les éléments pour obtenir le résultat final. C'est un métier plutôt ingrat où la passion est l'élément moteur. Être programmeur de jeux vidéo, c'est vraiment faire un métier de l'ombre. En fait, notre rôle consiste à assembler tous les éléments. On doit d'abord structurer le moteur du jeu avec les graphismes. Ensuite, on doit rajouter le son par-dessus tout ça. Le but est d'obtenir finalement un monde cohérent en réunissant tous les éléments développés pour le jeu. Je simplifie bien sûr, mais c'est à peu près ça notre travail. Moi, je suis assez fier du rendu des lumières sur les décors. On a développé un outil en interne spécialement pour obtenir des éclairages dynamiques sur les décors. Par exemple, votre arme éclaire les parois autour du personnage à chaque tir. Ou encore quand une roquette traverse le couloir, vous verrez la lumière qui glisse le long du décor. Elle accompagne le mouvement de la roquette de manière très réaliste.
C'est un point de mise en scène sur lequel nous avons beaucoup travaillé. J'espère que les joueurs le remarqueront. On a vraiment repris scrupuleusement tous les détails du manga. Par exemple, les armes n'ont pas été choisies par hasard. Demandez à un fan de Ghost in the Shell, il vous dira à quel point le moindre détail est respecté. Bien sûr, on peut y jouer et s'amuser sans rien connaître à cet univers, mais si vous êtes un tant soit peu fan de la série, vous allez immédiatement reconnaître de nombreuses choses. Je pense que ce niveau de détail élevé est un des plus gros points forts de ce jeu. Ce jeu montre des qualités d'ambiance très proches de la série et surtout on note un level design très réussi avec des missions toujours différentes agrémentées de déplacements parfois vertigineux. Le système de caméra manuel couplé au système d'esquive rend parfois la visée difficile, mais Standalone Complex sur PlayStation 2 est un jeu qui se tient bien et qui, il faut l'avouer, a de nombreux arguments pour séduire les fans.